Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 5 février. Pour comprendre comment tourne la planète financière lorsqu'elle tourne autour de la planche à billets de la Fed, c'est sur la bourse au quotidien nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Repomo, l'élixir qui guérit tout. Alors, Repomo, c'est une sorte de mash-up entre repos, c'est-à-dire opération de refinancement au jour le jour sur le marché interbancaire américain, et POMO, qui signifie injection de liquidité sur des échéances plus longues. C'est un peu l'équivalent du quantitative easing quand même pour dire les choses, même si on n'ose pas lui donner le même nom. Alors si vous ajoutez le repos, c'est-à-dire les injections quotidiennes sur le marché interbancaire de l'ordre de 60 milliards, plus le POMO, qui actuellement se situe autour de 30 milliards, vous avez quand même une alimentation assez confortable du marché, mais qui ne suffit pas. Et oui, hier, mardi, opération de refinancement à 14 jours, la Fed offre 30 milliards, allez, on va dire que c'est l'équivalent d'un bon QE, et hier, la demande portait sur 59,5 milliards de dollars, le double. Autrement dit, malgré tout ce qu'elle injecte chaque matin, malgré ses opérations de refinancement, le marché interbancaire a besoin d'encore plus de cash, de plus de liquidités pour fonctionner. Mais que se passe-t-il ? Bien, il semblerait qu'on soit sur des leviers de plus en plus importants, dans tous les domaines, sur l'obligataire, sur les actions. Et puis alors, bien sûr, les opérations spéculatives, là, on a avec Tesla un exemple extraordinaire sur lequel nous allons revenir. Mais je reviens sur le titre Repos et POMO. On parlait de normalisation il y a quelques jours du marché interbancaire. On n'y est pas du tout, mais pas du tout. Ça continue de ne pas bien se passer. Et j'ai essayé d'expliquer un petit peu pourquoi le marché interbancaire s'était bloqué le 16 septembre dernier. Bien, tout simplement parce que d'un seul coup, de grandes banques comme JP Morgan, Citigroup, Morgan Stanley, tous ceux qui sont les interlocuteurs privilégiés de la Fed, ont eu peur. Non pas que les hedge funds ou que les gérants d'actifs ne puissent plus apporter des bons du trésor en garantie. Non, ils ont eu peur que l'intermédiaire, c'est-à-dire l'interface entre la banque qui apporte des liquidités et le hedge fund qui a besoin de couverture, on a eu peur que les chambres de compensation ne puissent plus fournir. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une chambre de compensation ? Eh bien, je vais prendre une sorte d'image. Vous prenez une partie de poker privée où l'organisateur sert un peu de banquier. Quand il y a un joueur qui s'est fait un petit peu déchirer sur une partie et qui a besoin de cash, eh bien, l'organisateur peut lui avancer 100 000, 200 000, 300 000 dollars. Alors, tant que c'est un joueur et qu'il ne réclame pas plus de 300 000 dollars, ça va. Mais s'il y a 3 ou 4 joueurs à la table qui réclament 1 million de dollars, là, l'organisateur ne peut absolument plus fournir. Et les banques systémiques ont eu peur justement que ce soit ces intermédiaires-là qui se retrouvent squeezés. Et ils ont donc arrêté de financer les intermédiaires, les organisateurs de la partie spéculative. Voilà où nous en sommes. Alors maintenant, nous avons une formidable illustration de qu'est-ce que permet la surliquidité que la Fed essaie d'entretenir chaque jour en alimentant le marché interbancaire. Nous avons l'exemple de Tesla. Alors Tesla, ça perd de l'argent, Tesla, ça brûle du cash au quotidien, Tesla, ça fait un chiffre de 24 milliards et demi de dollars par an, à comparer avec les 240 milliards de Toyota. Autrement dit, Tesla, c'est 100 fois plus petit que Toyota, et aujourd'hui en bourse, ça pèse 173 milliards, quand Toyota en pèse 230. Donc on est dans un truc mais totalement invraisemblable. Comment en est-on arrivé là ? Bien, ceux qui voyaient que Tesla avait une situation comptable compliquée se sont dit on va vendre à découvert, parce que vraiment là on est sur un dossier plus que fragile. Et puis les marchés se mettant à monter comme des funiculaires à l'automne dernier, Tesla a fini par revenir proche de ses records, puis a franchi la barre des 380 dollars, et là ça a été le rachat panique. Et pourquoi autant de rachats ? Parce qu'il y avait beaucoup de leviers, beaucoup de positions spéculatives à la baisse, rendues possibles par la surliquidité.
Et bien maintenant, on assiste à ce qu'on appelle un corner, typiquement. Les vendeurs à découvert à 300 se sont rachetés peut-être à 500. Puis il y en a qui se sont remis vendeurs à 500 en se disant « c'est complètement dingue Tesla à 500 $, ça n'a aucun sens ». Ils se sont mis vendeurs, puis ils se sont rachetés à 750. À 800, certains se sont dit « mais non, on nage dans le délire le plus complet ». Ils se sont mis vendeurs à 800. Et hier, ils se sont rachetés à 965 parce que ça n'a plus de sens et puis que quand on ne peut pas tenir ses couvertures, on est obligé de se racheter à tout prix. Voilà, donc finalement, le repos plus le pommeau, en alimentant la machine à spéculer, ne fait que rendre le marché encore plus instable, encore plus dangereux, encore plus plein de risques. Et pour éteindre ces risques, il faut rajouter encore plus de liquidités, mais qui aide à reprendre encore plus de levier pour faire encore plus de spéculation. Et nous sommes dans cette espèce de spirale infernale dont Tesla est véritablement l'exemple le plus emblématique. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, vous nous mettez un pouce. Et si vous voulez participer à notre prochain live pour les abonnés de la lettre confidentielle de Philippe Béchat, bien, abonnez-vous. C'est pour l'instant la seule lettre interactive qui vous soit proposée sur le marché. À demain pour nos futurs abonnés.